Goedemiddag iedereen. Bonjour à toutes et tous. Momentje, we gaan zo dadelijk de PowerPoint starten. Ik neem jullie dus mee vanuit het Brusselse Nous allons lancer le meer richting PowerPoint. Leuven naar een deelgemeente van Leuven, Heverlee, naar het Huis van Barmhartigheid. Vandaag is een weeshuis zoiets, ja, wat we kennen uit de boeken van Roald Dahl. Aujourd'hui, un orphelinat, c'est un peu ce que l'on connaît des livres de Roald Dahl, mais au début du siècle, jusque les années 50, cela faisait partie de la réalité sociétale. La Maison de la Miséricorde, était créée à la fin du 19e siècle, comme c'était souvent le cas. Dans cette période, par une dame non mariée, fortunée, et très croyante, une certaine Virginie Jacobs, pour les bonnes œuvres. Elle l'a fait au centre de Louvain, mais il y avait tellement de demandes qu'assez rapidement, il s'est avéré qu'il a fallu construire cet autre bâtiment à l'extérieur de Louvain, donc à Heverlee, à la porte de Tervuren, avec des moyens privés, comme il était coutumier de faire à l'époque. Un orphelinat catholique où, lors du décès de sa fondatrice, il y avait à peu près 400 orphelins, ou plus ou moins orphelins. Je ne sais pas si c'est lisible, mais cet orphelinat catholique était dirigé par une congrégation religieuse, un ordre religieux nommé les Sœurs bénédictines de la Miséricorde, qui, comme leur nom l'indique, suivent donc l'ordre de Saint Benoît, Ora et Labora. Et donc, bien sûr, le travail, parmi ces travaux de miséricorde, il y avait l'accueil d'orphelins. Dans leur brochure, on retrouvait des versets évangéliques connus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. 50, 60 ans plus tard, dans les années 50, au XXe siècle, les orphelinats on est désormais dans la société du bien-être, donc ces orphelinats perdent un petit peu leur fonction, disparaissent de la société, et ça a été le cas aussi pour celle-là. Et donc l'orphelinat est devenu simplement une école primaire et secondaire, et donc se trouve aujourd'hui dans les mêmes bâtiments que vous reconnaissez peut-être, et connue comme l'école Don Bosco Groeneveld. La congrégation s'étiole dans les années 60 et rejoint donc celle de Don Bosco, et l'école elle-même rejoint le réseau d'écoles salésiennes. En d'autres termes, il y a beaucoup de vie à cet endroit. Jusqu'à maintenant, c'est le cas aujourd'hui, il y a de l'enseignement, mais il y a de moins en moins de personnes, direction, enseignants et autres, qui étaient au courant à terme de cette histoire en tant qu'orphelinat, et encore moins de l'histoire qui s'y est déroulée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tout particulièrement le fait que près de 70 enfants juifs entre 14 et 18 ans avaient été cachés. Les témoignages de ces 8 personnes, une religieuse et 7 enfants cachés ou sauvés, a été essentiel pour cette recherche d'un pan finalement oublié de l'histoire, est également indispensable pour le projet éducatif qui a été mis sur pied dans l'école. Et je vais vous parler de ces 2 projets. Donc je vais citer les personnes. Sœur Marie Berns, qui était novice pendant la Deuxième Guerre mondiale, une des seules religieuses qui était encore en vie à l'époque. Ensuite, Regina Gilbartovich, Annette Applebaum,
Félix Messer, Albert Fuchs ou Abraham Fuchs, Charles Jakubowicz, Walter Bleiberg et Simone Altmann. Pour les sœurs Behrens, de la sœur Behrens, je sais qu'elle est décédée. Pour les autres personnes, vous allez devoir m'excuser. Au fil des dernières années, j'ai un peu perdu le contact avec ces personnes. Leurs témoignages face à une caméra ont été essentiels pour la recherche, mais aussi pour le projet. Je vais donc vous montrer un bref extrait où on retrouve quelques témoignages. J'ai reçu une gifle de mon père le jour de la déclaration de guerre. On était au premier étage et on entendait un avion. Et on entendait tac, 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 les Allemands qui tiraient sur les avions belges. Et je suis monté, parce que mon père avait des jumelles, on voulait voir ce qui se passait, on ne savait pas, parce qu'on croyait toujours, à ce moment-là, que la Belgique allait rester neutre, qu'il n'y aurait pas la guerre. Quand on a entendu tirer sur les... on savait que la guerre était là. Et moi, je savais que j'allais avoir un mauvais bulletin à l'école. J'avais mal travaillé. Alors, j'ai dit à mon père, demain, je ne dois pas aller à l'école. Alors, il m'a dit non. Alors, j'ai dit, youpi, j'étais content. Il m'a mis une claque. Hein? Voilà, donc je me souviens très bien du premier jour de la guerre. Ons mediaproject gaat over de school die vandaag de dag gekend is als Don Bosco Groeneveld. De l'école connue aujourd'hui comme Don Bosco Groeneveld, spécialisée dans l'enseignement professionnel. Au début du XXe siècle, elle s'appelait Maison de la Miséricorde. C'était pour des enfants de 3 ans à 12 ans. Ils étaient nourris et soignés par les sœurs à l'époque. En 1940, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et des enfants juifs ont donc été mis en sécurité là aussi. Mais il y avait un prix à payer. Tout d'abord, ils devaient essayer d'oublier leur tradition juive. On les a baptisés et ils devaient participer à la messe quotidienne. En plus, ils ne pouvaient pas maintenir leur propre identité. On leur a donné un nom de remplacement pour les protéger de l'envahisseur allemand. On est retourné dans l'histoire et on a consulté les sources et on a pris contact avec certains de ces enfants juifs. Et c'est donc leur histoire, leur jeunesse que nous racontons. On nous a fait des cartes d'identité belges. On nous a fait des fausses cartes d'identité. Et c'est comme ça qu'on a pu rentrer au couvent avec les fausses cartes d'identité. Mais la révérende mère, elle savait qu'on était juifs, hein, parce qu'on était 42 à rentrer au couvent, hein, 42 enfants. J'avais un faux nom, Marie-Simone Deleu. Quand vous avez 12 ans et que vous devez changer de nom pour entrer dans un couvent, vous avez 12 ans, vous n'avez pas de... Vous ne comprenez pas tout à 12 ans. Mon nom est Abraham Fuchs. Pendant la guerre, j'ai changé de nom et je me suis appelé Albert de Vos. Pourquoi de Vos? Fuchs, en allemand, c'est renard. Donc, c'était très facile. Et Albert, bon, c'était un nom commun, facile à retenir. Et je m'appelle toujours Albert maintenant. On ne pouvait pas dire qu'on était juif. Au moment où on est rentré au couvent, elle nous a dit « N'oublie pas que tu t'appelles Albert de Vos. Et c'est ton nom et tu ne dois pas dire autre chose. » Et elle nous a bien fait comprendre que, malgré que nous étions encore des enfants, que ça pouvait être très dangereux et qu'on pouvait mourir. Or, le mot mourir, c'est quand même quelque chose de très... Même à 8 ans, on sait ce que c'est. J'ai dû porter l'étoile, mais pas longtemps. J'allais à l'école à Bruxelles, à la place Anne-Essens. Et j'habitais 2 rues plus loin. Et ma maman m'avait dit, si tu entends des cris ou n'importe quoi, tu ne te retournes pas, tu avances ton chemin. Effectivement, il y avait une voiture allemande qui
venaient chercher les mamans qui venaient chercher leurs enfants à l'école primaire. J'avais 12 ans à ce moment-là, en 1942. Et on mettait quelque chose devant, un cahier ou n'importe quoi. Et j'ai raconté ça à ma maman. Et puis, elle a dû contacter une organisation. Et j'étais dans les toutes premières placées au couvent. J'ai le numéro 10 d'ailleurs. De kinderen werden rond 7 uur wakker gemaakt door de zusters. Les enfants étaient réveillés vers 7 heures par les sœurs. D'abord, il fallait aller prier à la chapelle. Ensuite, ils allaient manger des tartines dans le grand réfectoire. À midi, il y avait un repas chaud. Ensuite, il y avait des cours et en soirée, ils allaient se coucher dans le grand dortoir plein de lits. Pendant tout leur séjour au cloître, au couvent, les garçons étaient séparés des filles, y compris les cours de récré étaient séparés. Vous savez que ce qui est arrivé un jour, parce que c'était une grave insulte de dire sale juif. Hein. Moi, je me suis bagarré avec un petit garçon de mon âge à l'époque pour une bêtise dans la cour, et je lui ai dit sale petit juif. Alors la sœur a entendu ça, elle est venue chez moi, viens un peu tout. Elle m'a pris, elle m'a dit tu es insulte de sale juif, hein? Que c'est que tu es juif toi-même? Je l'avais oublié. Tellement que j'avais peur qu'on sache que les Allemands, mon esprit a fait que j'avais déjà oublié. Hein. C'est la sœur qui m'a rappelé, n'oublie pas ce que tu es. En als bombardementen in zicht waren of zo, dan gingen we naar de kelder met de kinderen en daar waren ze ingetraind ook. Parce qu'il y avait des bombardements, on allait dans la cave avec les enfants. Et, il y avait leur petit lit, une petite veste et de quoi se laver, leurs pantoufles sous le lit. Ils savaient qu'ils devaient prendre leur grande toilette et c'est juste avant la séparation Leuven-Everley, donc c'était dangereux d'habiter là. Et alors on allait à la cave. Les enfants avaient l'habitude. Les petites filles dormaient au-dessus. Elles devaient prendre le grand escalier, Everley. Et puis donc la moitié c'était des petites filles et puis l'autre moitié c'est des filles un peu plus grandes, de 11 ou 12 ans. Et donc elles prenaient les petites par la main pour descendre les escaliers. Et elles y prenaient plaisir. Nous n'avons jamais perdu un enfant, c'est jamais arrivé. C'est moi qui ai vu la première les Américains arriver, parce que je devais nettoyer le grenier. Et j'avais ouvert le petit truc du grenier, là, la petite fenêtre. Et j'ai vu des soldats avec des tanks. Je dis, c'est pas des Allemands, ça. Ce sont des Américains. Je suis descendue dans le dortoir. On a dit, on est libérés, les Anglais sont là, les Américains sont là. Et tout le monde chantait, tout le monde était content. Et le soir, on a demandé aux sœurs, est-ce qu'on peut aller dire bonjour aux Américains? Alors elles nous ont dit oui. Et j'avais pris la photo de mon papa. J'ai montré aux Américains, c'était pas... Vous connaissez pas ce monsieur-là? Vous ne savez pas connaître, hein? C'était un soldat américain, lui, il était à Auschwitz, il était mort, il ne connaissait pas, il ne connaissait personne. Un enfant caché, c'est un enfant qui, pour la plupart, enfin c'était mon cas en tout cas, du jour au lendemain, n'avait plus ses parents et sa famille. Pour les enfants qui ont passé la guerre et qui ont eu des parents déportés, du jour au lendemain, ni père, ni mère, en général même pas d'oncle, moi ma sœur également a été déportée, j'avais plus personne.
savez, si un jour vous avez un problème dans la vie, vous retournez chez votre mère. C'est comme ça. Comme ça, on dit, ouais, ma mère, elle m'embête. Mais le jour où il y a un problème, on retourne chez soi. On a quelque part où aller. Et les enfants cachés n'avaient pas cette possibilité-là. C'était dur, c'était difficile. Gelijk mijn vader niet in te goede toestand was als hij terug van het kamp gekomen is. Mon père n'était pas en bon état quand il est revenu du camp. Avant, son poids normal était de 85 kg. Quand il est revenu des camps, il ne pesait même pas 40 kg. C'était même pas la moitié. La première chose qu'il a fait, bien sûr, c'est venir nous rendre visite au couvent, au cloître. Il y avait une petite chambre où j'étais censé rencontrer mon père, et la sœur a dit il va arriver, il est à l'hôpital, à l'infirmerie. Ils vont d'abord désinfecter quelques blessures et puis tu le verras. Et à mon frère, on dit, quand tu verras ton père, n'oublie pas d'être sage et de lui dire bonjour. Et soudainement, il rentre. Il dit bonjour. Bonjour, monsieur le papa. Et mon frère dit bonjour, monsieur le papa. Parce que bien sûr, on ne l'avait pas reconnu. Donc, pour lui, c'était un monsieur qui était là et qui s'appelait papa. Il avait 3 ans, il ne savait pas ce que c'était. Je vais vous dire la vérité, moi non plus, je ne l'ai pas reconnu. De 5000 enfants déportés, dont à peine, même pas une centaine a survécu. D'autres ont pu se cacher. Pour beaucoup d'entre eux, la fin de la guerre ne signifiait que de nouveaux traumatismes. Même pour les frères et sœurs, grands-parents ou autres membres de la famille, ce sont des faits que l'on traîne tout le reste de sa vie. Ja, de getuigen en hun verhaal. Les témoins et leurs récits imposent toujours le silence, même des années après. Rendons à César les lauriers. Ce film a été fait par 2 étudiantes, Karen Valil et Lisa de Wolf, dans le cadre de leur projet de fin d'études comme enseignante, bachelor, enseignante du secondaire, projet de fin d'études, alors anciennement KHL, Haute École catholique de Louvain, entre-temps elle s'appelle UCLL. Je suis moi-même archiviste de l'Annonciation à Heverlee, donc c'était une liste d'adresses qui avait été créée par Annette Applebaum. Il avait établi des contacts dès les années 90 dans le cadre de la reconnaissance par Yad Vashem. C'est ça qui a lancé le projet. Et ces étudiantes ont encore réussi à trouver donc 8 témoins. J'avais fait une première interview avec Charlie Jakupovic, qui pour moi était suffisamment de preuves du potentiel de ce projet. Donc très brièvement, les témoins sont essentiels, non seulement pour ce projet, mais aussi pour la recherche en tant que telle. On a pris pas mal d'élan pour ce projet. Les étudiants ont pris les étudiants, les ont amenés à la caserne d'Aussin. Ils ont entendu des experts sur la Seconde Guerre mondiale. Dans la classe, il y a bien sûr le film qui a mis les élèves directement en contact, non seulement avec les lieux qu'ils connaissaient, leur école, mais aussi en contact direct avec ces témoins qui avaient plus ou moins leur âge pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ils allaient développer leur expérience dans les médias de leur choix.
qu'en fin de compte, certains ont fait des visites guidées dans l'école, d'autres ont composé une chanson, et tout cela s'est retrouvé dans une exposition en 2013. Et il y a également une plaque commémorative à l'entrée de l'école, donc, qui fait référence à ces événements et à cette histoire oubliée. Comment se fait-il qu'une histoire comme celle-ci est restée si longtemps cachée? Ça peut être, on peut l'aborder brièvement. Bien sûr, il s'agit d'une part de l'histoire de la résistance en Belgique. On en a déjà parlé, hein, notamment avec les enfants donc, de la résistance. Ce n'est pas par hasard que c'était une lacune. On en a parlé également lorsqu'il s'agit également de personnages féminins. Ben, ça a aussi entraîné un effet négatif. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on en a moins parlé, ou on en a fait moins de recherches. Les religieuses elles-mêmes ne se voyaient pas elles-mêmes non plus comme des résistantes, même si elles ont effectué des actes de résistance. Elles se sont plutôt placées dans une longue tradition d'aide aux personnes dans le besoin. Il n'y avait pas le besoin de divulguer cela après la Seconde Guerre mondiale, et ça, bien sûr, est aussi lié aux problèmes qui se sont posés directement après la Seconde Guerre mondiale. Le retour des enfants dans leur communauté juive, ça ne se passait pas nécessairement bien, c'était parfois problématique. Parfois, on se posait la question à qui rendre les enfants lorsque les membres directs de la famille n'étaient plus en vie, ou alors il n'y avait pas suffisamment de disponibilité, voire carrément des conflits parfois, parce que les enfants ont parfois également été fortement socialisés dans un environnement catholique, donc ça n'a pas simplifié les choses, et donc ça a entraîné tout de même une phase d'écartement entre ces enfants et leur communauté juive. Les enfants cachés sont donc d'autant plus des témoins essentiels. Il y a déjà eu l'impact, le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure par rapport à New York, les témoignages des enfants cachés eux-mêmes, présenter leur propre histoire, et bien entendu, l'Institut Yad Vashem a également lancé de nombreuses procédures de reconnaissance. Sur les 1700 aidants belges non juifs qui ont aidé des enfants juifs, il y a des dizaines de femmes religieuses qui entre-temps ont obtenu cette reconnaissance, et la plupart l'ont obtenue parce qu'elles avaient caché des enfants dans leur institution. Bien sûr, ces grands complexes, ces grands couvents avec de nombreux élèves, c'était une cache parfaite pour des enfants, mais bien sûr, cela n'empêche qu'il s'agit d'une histoire tout à fait remarquable. En d'autres termes, bon, ici, en tant qu'archiviste des annonciatrices, on a attiré mon attention sur cette thématique. Pas de la part de sources de la période même, parce qu'il n'y en a pratiquement pas. C'est en fait dans des échanges d'après-guerre, dans les années 80, 90, dans nos archives, entre par exemple ces dames que l'on voit ici, qui pendant la guerre, donc Frida Fest, connue sous le nom de Francine Ponsard à l'Institut, et la dame ici à droite qui habite en Australie, qui est venue en 2011 en Belgique. C'est des Faye Wiener. Ce sont des histoires qui n'étaient pas sorties avant donc, ces périodes, et ça a pu voir le jour grâce à ce projet. Voilà, je vous remercie.